Allez, on va démarrer. J'arrête le partage ici. Je vous dis bonjour et bienvenue dans cet atelier en ligne où on va parler de mind mapping aujourd'hui, mind mapping ou carte mentale ou encore carte heuristique, plus spécifiquement à destination des journalistes et des communicants. Et vous êtes nombreux aujourd'hui puisqu'il y a près de 200 inscrits pour cet atelier en ligne que samsa.fr vous propose cette semaine. Je suis Philippe Couve, je suis le directeur et fondateur de samsa.fr, qui est un organisme de formation basé à Paris et qui intervient en Europe et en Afrique sur tous les sujets liés au numérique. Avec nous aujourd'hui, un expert du mind mapping. Bonjour Xavier Delangagne. Bonjour Philippe. Tu es en ligne avec nous depuis le nord de la France. Où est-ce que tu te Ouais. confines exactement? Entre Lille et Valenciennes. Donc c'est une petite ville qui est à la campagne. Alors, tu es sans doute le plus gros producteur d'ouvrages de vulgarisation ou de formation que je connaisse. Comme tu me fais envoyer chacun de tes nouveaux ouvrages, j'en reçois 3 ou 4 au moins par année. Ouais. C'est ça? Et Ouais, pour j'ai donc une vingtaine de livres, dont une dizaine sur le mind mapping. Ouais. et c'est le mind mapping aussi qui te permet d'avoir cette productivité incroyable? C'est une partie, c'est une brique du système en fait. Mais effectivement, ça permet de d'écrire un livre de 200 pages en 150 heures, tout compris en fait, avec les entretiens, les réunions, la correction, etc. On Au lieu va de faire 400 heures à peu près. Ok, on va Ouais. faire connaissance plus amplement avec toi dans quelques minutes. Avant ça, 3 infos essentielles pour vous qui nous écoutez. La première concerne le déroulement et le fonctionnement de cet atelier en ligne. Ensuite, une info qui concerne les salariés français qui peuvent bénéficier d'un financement total de leur formation professionnelle en ce moment s'ils sont concernés par les dispositifs d'activité partielle. Et puis la troisième concerne les autres, avec une réduction que nous vous proposons à vous qui suivez cet atelier sur la formation professionnelle proposée par Xavier Delangagne avec samsa.fr. Donc je reviens rapidement là-dessus. On va commencer cet atelier. On part sur 45 minutes de présentation avec Xavier Delangagne pour cette introduction au mind mapping. Ensuite, il répondra à vos questions pendant une quinzaine de minutes, des questions que vous pouvez poser dans le chat avec le petit bouton converser, et je me ferai votre interprète auprès de Xavier pour lui répercuter vos questions. Concernant la deuxième info, alors elle concerne les salariés français parmi vous qui sont placés en activité partielle pendant cette période de coronavirus. Ça concerne pas loin de 8 millions de personnes en ce moment. Le gouvernement a décidé de financer vos formations professionnelles pendant la durée de l'activité partielle, décision prise il y a quelques jours. On vient de faire un article sur le site de samsa.fr. On va vous partager le lien dans le chat et vous saurez tout. Il faut que la demande soit faite par l'entreprise, mais il y a une prise en charge possible pour les salariés en activité partielle de 100% du coût des formations qu'ils vont suivre pendant cette durée de l'activité partielle. La troisième info concerne la formation professionnelle que nous avons développée avec Xavier Delangagne, notre expert du jour. Formation sur le mind mapping à destination des journalistes et des communicants notamment. Formation organisée en ligne, à distance, compte tenu du contexte actuel. Elle est programmée sur 2 demi-journées. La session, la prochaine, aura lieu début mai, les 4 et 5 mai, de 9h30 à 13h en classe virtuelle, et puis ensuite avec des travaux en petits groupes. Et contrairement à cet atelier où vous êtes plus de 200 inscrits, la formation, elle, aura lieu avec un groupe de 12 participants maximum, de sorte que le formateur puisse accompagner chacune et chacun dans sa progression. Et à la fin de cet atelier, nous vous communiquerons un code qui vous permettra de bénéficier d'une réduction sur cette formation si vous n'êtes pas dans le cas de figure où vous pouvez bénéficier du financement total de la formation. Si vous êtes en France, il y a des différentes modalités de financement possibles pour prendre en charge vos formations professionnelles. Ça dépend de votre situation, CDI, CDD, pigiste, demandeur d'emploi, intermittent ou autre.
Pour en savoir plus, vous pouvez nous adresser un message dans la rubrique contact du site samsa.fr et on vous dira, en fonction de votre situation, à quoi vous pouvez avoir droit en termes de financement. Si vous n'êtes pas en France, eh bien, nous vous invitons à vous renseigner sur les dispositifs mis en place dans votre pays, parce que malheureusement, on ne connaît pas la situation de chaque pays et les modalités en détail. Voilà pour l'introduction. Xavier, est-ce que tu es prêt? Oui. Alors, une petite question un peu personnelle d'abord. Est-ce qu'il y a un seul pan de ta vie pour lequel tu n'utilises pas le mind mapping? Parce que pour la petite histoire, tu m'as raconté un jour que tu avais mis ta vie dans une carte mentale, ou en tout cas beaucoup de pans de ta vie professionnelle et pas seulement. Oui, bah en fait j'ai une carte que j'appelle une carte cockpit qui me permet d'accéder à toute l'information sur mon ordinateur en fait. Et ça c'est amusant parce que c'est découpé en 4 domaines, moi, ma famille, mon travail et mon réseau, et ça permet d'accéder à toute l'information qui se trouve sur mon ordinateur, sur Internet, etc. Alors moi je pense que j'utilise pour faire des recettes de cuisine, je fais du piano et pour apprendre, j'ai des cartes également. Je trouve toujours des idées. Ouais. Alors, tu vas essayer de nous introduire aux subtilités de cet art du mind mapping. Les présentations sont faites. Donc, je rappelle, vous pouvez poser vos questions dans le chat avec le petit bouton converser en bas de l'écran. Et puis, je te laisse la place, Xavier. C'est à toi. Merci bien. Alors, je vais partager mon écran. Hop. Voilà. Partager. Voilà. Et voilà. Hop là. Alors, je pense que tout le monde voit l'écran. Oui, c'est bon, on Ouais, voit. c'est bon. Voilà. Hop. Alors le mind mapping, qu'est-ce que c'est? Donc pour ceux qui ont des souvenirs d'anglais niveau 6e, donc mind, esprit, map, carte, et donc le ing, c'est un peu, donc c'est le continuous, hein, c'est l'action de faire quelque chose. Et donc en français, on pourrait traduire par technique de la carte d'esprit, et donc en français, on a plutôt traduit par cartographie mentale. Et donc, si vous faites un peu comme tous les étudiants, hein, vous allez sur Wikipédia, vous cherchez mind mapping, vous allez voir que ça a été développé dans les années 70 par un psychologue anglais qui s'appelait Tony Buzan, qui était spécialiste de la mémoire. Et c'est vrai que quand on fait des petites recherches, on voit qu'il y a des choses qui ressemblent étrangement du mind mapping dès le XVIe siècle. Là, je vais retrouver une petite carte, c'est assez amusant, qui date du XVIe siècle, sur les péchés de l'époque, et encore maintenant d'ailleurs, en ancien français, et on voit que ça ressemble étrangement du mind mapping. C'est-à-dire que le mind mapping, en fait, la mind map, c'est un schéma qu'on a traduit en français par carte mentale, carte heuristique. Et donc, on a un centre et des branches pour spatialiser l'information. Donc, c'est d'apparence très simple, mais c'est aussi très puissant puisque ça correspond vraiment, selon l'auteur, au fonctionnement de votre cerveau. C'est-à-dire que votre cerveau ne fonctionne pas tellement en termes de phrases, mais plutôt en termes de mots-clés qui sont répartis dans votre cerveau. C'est-à-dire quand vous entendez un mot, tous les autres mots s'allument dans votre cerveau. Si je vous parle de carte, le terme carte routière s'allume dans votre cerveau, la géographie s'allume dans votre cerveau, etc. Si ces termes sont liés dans votre expérience personnelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec le mind mapping pour un communicant et pour un journaliste? Donc, on peut faire plusieurs choses. On peut faire, comme je fais un peu là, une présentation. Donc, ça peut changer du PowerPoint. Alors, PowerPoint, c'est bien quand c'est bien fait, mais souvent, il y a trop d'informations. L'intérêt de présenter en mind mapping, c'est qu'on a une synthèse de l'information assez rapide et on peut en fait plier et déplier les branches pour alléger ce qu'on appelle la charge cognitive. C'est-à-dire que votre cerveau n'est pas fait pour avoir trop d'informations en même temps. Ça, souvent les journalistes le savent bien. Et donc, il y a une règle, c'est souvent la mémoire à court terme. C'est-à-dire que vous avez différentes mémoires chez l'homme et il y a une mémoire qu'on appelle la mémoire à court terme qui est limitée entre 5 et 9 éléments. Et il faut savoir que le chimpanzé fait mieux que nous à ce niveau-là en termes de mémoire à court terme. Et donc, c'est un moyen d'alléger l'information, c'est de découper l'information sous cette forme-là. Et donc, par exemple, en mind mapping, quand on va présenter, il faudrait pas plus de 5 à 9 branches principales dans une carte pour qu'elle soit mémorisable. Deuxième
utilité du mind mapping, ça va être le brainstorming. C'est pour ça que souvent mind mapping et brainstorming sont confondus, parce que l'outil permet de générer facilement les idées et de les regrouper. Alors, je vous propose d'essayer un petit brainstorming en live. C'est-à-dire que dans le chat, vous allez répondre à une question et moi, je vais noter sur ma carte au fur et à mesure vos réponses. Je vais capter et on va essayer de voir en quoi le mind mapping peut être utile en brainstorming. Alors, je vous rappelle un peu les principes du brainstorming. C'est qu'il y a 2 phases. Il y a une phase de divergence où on note toutes les idées, sans censure. Il y a une deuxième phase qui est la phase de convergence dans laquelle on va sélectionner les informations, on va les regrouper, etc. Alors, je vais partir. Donc, la question à répondre, c'est pas celle-là. Je l'ai mise où? Je l'ai mise là. Voilà. C'est quelles sont les caractéristiques, selon vous, d'un bon article pour le web? Alors, je vous laisse répondre dans le chat. Alors, est-ce que je vois le chat, moi? Je le vois là-bas, plus, ouais. La concision, je te dis si tu veux. Ouais. Alors, la concision, ça sera plus simple. OK. Accessible. Ouais, l'accessibilité. Écrit pour le lecteur. Ouais. Ergonomique. Hop. Les bons mots-clés. Les mots-clés. Titre accrocheur. Les mots-clés. On revient avec les mots-clés. Alors, je ne sais pas si quand ça y est déjà. Tu m'as dit quelque chose avant. Avant les mots-clés, un titre accrocheur, ouais. Accrocheur, ouais. Que ça soit trouvable. On peut mettre référencement peut-être. Ouais, alors je vais laisser trouvable. Voilà. Okay. Pertinence. Qu'il y ait des liens. Enfin, des liens en tout cas, c'est la proposition. Ouais. Factuel et concis. Alors, on avait déjà la concision. Là, on a concis, on l'a déjà, donc je ne vais pas le reprendre. Clair. Ouais. On a le titre incitatif, mais je pense qu'on avait le titre accrocheur, donc c'est la même idée. Je vais le faire donc je vais faire comme ça. Attends, hop. La clarté. Incitatif. Ouais. La clarté. La fiabilité. Hop. Je vais mettre ça là. La fiabilité. Ouais. La précision. Fiabilité. Précision. Le fait que ça soit sourcé, ou les sources. Ouais, précision. Référencé, on l'a déjà dit un peu. Mots-clés, on l'a dit. Synthétique. Ouais. Est-ce qu'on l'avait, ça, synthétique? Synthétique, on l'avait pas. Si on avait un truc qui était court et synthétique, ça on peut. Voilà. Percutant. Percutant. Je ne reviens pas sur clarté, SEO, les liens. Information hiérarchisée. Oui. Hiérarchisée. Bon, l'information. Ok. Vérifier. Encore une ou 2 idées. Ouais, vérifier. Utile, je crois qu'on l'avait mis ou pas? Je ne sais plus là maintenant. Non. Utile. Et original. Voilà, le dernier sera original. Allez, comme ça, on peut y passer la journée, parce que tout le monde a des idées. Voilà, merci donc, en tout cas d'avoir participé déjà à ce stade. Ouais. Alors l'idée, effectivement, on voit que avec l'outil, on peut déjà capter l'information assez rapidement. Ça, c'est un logiciel qui s'appelle Xmind, qui est gratuit en version de base. C'est un logiciel chinois. Alors, c'est un peu d'actualité actuelle en ce moment. Et alors, une fois qu'on a fait ça, on peut faire des regroupements. On pourrait dire, tiens, il y a un côté qui va peut-être être une catégorie qui va être plus technique, par exemple. On pourrait mettre technique et regrouper tout ce qui est technique. Donc, par exemple, le référencement, je pourrais le mettre dedans. Hop. Est-ce qu'il y a d'autres choses? L'accessibilité, alors, il y a quand même beaucoup de choses techniques dans l'accessibilité, par exemple. Voilà. Une fois qu'on a jeté les idées, on va pouvoir les structurer. Parce qu'en fait, le mind mapping, il y a 2 logiques de structuration. C'est la hiérarchie, donc c'est catégorie sous catégorie. Donc par exemple, si je fais une carte pour partir en vacances, j'aurai une branche valise et dans la valise, je vais mettre les chaussettes. Et après, c'est par association. Donc ça correspond en fait au fonctionnement du cerveau et comment votre vocabulaire est structuré dans votre cerveau. C'est-à-dire que dans votre cerveau, vous avez 2 systèmes de rangement. Le système par catégorie sous catégorie.
C'est-à-dire que si je vous dis canari dans votre tête, c'est rangé dans la catégorie oiseaux. Et c'est associé aussi aux îles Canaries, à Titier-Grominet, etc. Donc le mind mapping va mimer cette façon d'organiser les choses. Et donc, ce brainstorming, on peut le faire effectivement dans une réunion ou pour mener un projet, mais on peut le faire aussi dans le cadre de l'écriture. Parce que souvent, dans le cadre de l'écriture, on est bloqué par moment, on ne sait pas quoi écrire, comment faire. Et donc, on peut commencer par un brainstorming parce qu'on a toujours des idées, en fait. C'est vrai que même si on ne sait pas écrire, comme là, dans le mind mapping, on va utiliser que des mots-clés, ça permet vraiment de sortir ce qu'on a dans la tête pour le jeter. Et donc, la première étape, ça va être vraiment de sortir ce qu'on a dans la tête. Donc, c'est vrai que les Québécois ont un mot qui s'appelle l'idéateur. L'idéateur, c'est un logiciel pour générer des idées, en fait. Donc tout ça, je peux les regrouper assez facilement. Il faut voir ça comme des post-it en fait virtuels. Je peux tout regrouper comme ça assez facilement en fonction de mon flux d'idées. Parce que le problème, c'est que votre cerveau en fait n'est pas linéaire. Enfin, c'est pas un problème, mais votre cerveau, en fait, l'information, les idées arrivent un peu par hasard. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de m'écouter, puis vous pouvez penser à ce que vous allez faire demain, ce que vous allez faire aujourd'hui. Votre cerveau, comme ça, est un peu chaotique, plus ou moins chaotique selon les gens. Et donc, il faut un outil d'interface pour passer de ce côté chaotique au linéaire, parce qu'après, l'écriture, telle qu'on la conçoit, restera linéaire. Donc, première utilisation du mind mapping, classique, le brainstorming. Deuxième utilisation qui est intéressante quand on est journaliste ou communicant, c'est prendre des notes. Là, juste, Xavier, on aurait pu aller plus loin et terminer, mais là, comme on n'a pas le temps et qu'il faut avancer, mais on a compris le début du principe, voilà, et ensuite on pourrait continuer à rassembler ces idées, à les organiser par branche, sous-branche, sous-sous-branche, quoi. Ouais. C'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'on arrive à un final où toutes les idées sont groupées dans des items cohérents qui parlent. Parce que votre cerveau est très fort en fait pour faire des regroupements. Donc il va créer des regroupements. Et alors le problème ou l'intérêt, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes façons de regrouper les choses. C'est-à-dire que là, moi, j'ai mis accessible dans technique, mais pour toi, par exemple, ça n'aurait pas été dans accessible. Ça aurait été ailleurs. Donc, quand on fait ça tout seul, normalement, avec soi-même, on est plus ou moins d'accord. Mais quand on fait ça plusieurs, ça permet de justement se mettre d'accord et de limiter l'ambiguïté, quoi. Voilà. Alors, il y a un effet qui est assez amusant aussi dans le brainstorming, notamment en mind mapping, c'est ce qu'on appelle l'effet Ikea. Est-ce que tu sais ce que c'est les effets Ikea? Non, pas du tout. Voilà, donc l'effet Ikea, c'est le fait que quand vous montez vos meubles Ikea, vous les montez vous-même, et donc vous appréciez plus les meubles parce que c'est vous qui les avez montés. Et donc, avec le vrai, c'est vrai, tu peux regarder sur Internet, c'est l'effet Ikea, les psychologues appellent ça l'effet Ikea. Et donc, dans le mind mapping, on va avoir cet effet Ikea. C'est-à-dire que les gens, comme ils vont construire la carte, ils vont construire la carte, mais en fait, ils vont adhérer à ce qu'il y a dans la carte. C'est pour ça que c'est un outil assez intéressant pour conduire le changement, notamment. C'est assez amusant. Alors, deuxième utilisation pour les communicants et les journalistes, c'est prendre des notes. Donc, on peut prendre des notes donc à l'écrit, à l'oral. Mais là, vous voyez, par exemple, moi, ce que je fais quand j'ai des livres intéressants, des livres outils, mais j'en fais une synthèse. Donc là, vous voyez le livre un peu de la Bible du référencement d'Olivier Andrieux, qui fait plus de 600 pages. Et en fait, ça me donne une carte comme ça, assez synthétique, ce qui me permet de la revoir assez rapidement, et j'ai toutes les informations synthétisées dans ma carte. Donc, on peut résumer un livre, on peut résumer un article, et ça, on peut le faire aussi par Internet, parce que je peux faire des copier-coller comme ça d'informations. Je ne suis pas obligé de tout reprendre à la main pour faire des synthèses. Donc, c'est vrai que c'est un outil qui est aussi donc très pratique quand on veut faire des synthèses de documents. Alors là, c'est un seul document, mais c'est aussi intéressant quand on va faire une synthèse de plusieurs documents éparses qui se trouvent sur Internet, dans des documents papier, etc. Ça rassemble en fait l'information. Et après, je peux même déplier les branches en fait, ou faire des nouveaux regroupements pour retrouver l'information. L'idée, c'est que comme la carte, ça me permet de voir la situation d'ensemble et ensuite de zoomer sur un détail tout en comprenant bien dans l'ensemble où je me trouve, dans le raisonnement ou dans la logique, quoi. Voilà, c'est qu'il y a un effet, qu'on appelle zoom in, zoom out, c'est-à-dire qu'on peut plier et déplier l'information pour aller du plus important au moins important notamment. Et donc,
Et alors, ce qui est intéressant, mais là, c'est plutôt en termes de mémoire, c'est qu'en faisant la carte, en fait, ben, on mémorise l'information. C'est-à-dire que la carte là, j'ai même pas besoin d'aller la voir parce qu'en fait, comme j'ai travaillé l'information, et bien en fait, je l'ai mémorisée. C'est un peu comme quand on fait une liste de courses. On va au magasin, on a oublié la liste de courses, mais on se souvient de ce qu'il y avait dans la liste de courses. Ben là, c'est pareil, en fait. Le fait d'avoir fait la synthèse du livre, ben en fait, je me souviens de ce qu'il y a dedans. Et si je m'en souviens pas, l'intérêt, c'est que je ressors la carte et très rapidement, j'ai l'information. Alors, il y a des questions justement. Alors, on te redemande quel est l'outil Ouais. utilisé pour faire ça. Alors, il y a plus de 200 logiciels de mind mapping au monde. Celui qui est utilisé là, c'est un logiciel qui s'appelle Xmind, qui est un logiciel qui est gratuit en version de base. Donc, c'est une licence qu'on Xmind appelle Freedom. 8, il faut Voilà. préciser. Et il y a Ouais, une donc version gratuite. voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a deux versions, hein. Il y a la version maintenant qui s'appelle 2020, qui est une version allégée. Et si vous voulez avoir le maximum de fonctionnalités, il faut prendre la 8, qui permet de démarrer le mind mapping assez rapidement. Et autre question, on te demande si les catégories qui apparaissent correspondent au chapitre du livre. Non. Non, non, c'est-à-dire qu'on peut effectivement démarrer comme ça et cartographier le livre en fonction des chapitres. Mais l'idée, moi, je synthétise. Alors, c'est pas forcément exhaustif, c'est-à-dire que je prends ce qui m'intéresse moi dans mon activité de blogueur et ce qui va me servir quelque part. Donc, c'est vrai que c'est un travail de synthèse et donc j'ai une première lecture dans laquelle je surligne ce qui m'intéresse, je mets des petits pictogrammes dans la marge et à partir de là, je fais une carte de synthèse pour moi avec l'information qui m'intéresse. Et l'intérêt, c'est qu'on peut faire comme ça on peut pas, on n'est pas obligé de rester au mot, on peut faire des copies d'écran, etc., pour avoir quelque chose de plus visuel et de retrouver l'information. Ok. Voilà. Donc ça, c'était la deuxième utilisation, enfin la troisième. Présenter, brainstormer, prendre des notes. Et donc, il y a celle qui nous intéresse encore plus, c'est rédiger. Et donc, notamment, on va pouvoir rédiger soit des articles, soit des livres. Donc, par exemple, pour rédiger un article web, ça va être intéressant. Là, vous avez une carte pour rédiger un article, parce qu'un article web, c'est très, très structuré. C'est-à-dire que normalement, dans un article web, idéalement, il faut le qui, le quoi dans le titre. Il faut les 5 W, hein, le qui, le quoi, le où, le quand dans le chapeau, par exemple. Et puis après, on aura quelque chose avec une petite raille très, très structurée. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que j'ai un modèle d'article comme ça qui permet de remplir l'information, donc le qui, le quoi, etc. Et aussi d'avoir la dimension ici, qui est la dimension organisation. C'est-à-dire que idéalement, par exemple, la cible de votre article doit correspondre à la cible du titre qui doit correspondre à la cible du chapeau. Et pareil, le message de votre article doit correspondre au quoi du titre qui doit correspondre au quoi du chapeau. C'est parce que j'ai mis des petites couleurs comme ça pour s'y retrouver. Et donc, ça permet d'avoir comme ça une écriture très cohérente et alignée. Alors après, avec l'habitude, on le fait automatiquement, mais ça permet comme ça de ne pas oublier un peu les bases de l'écriture. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que là, on peut écrire comme ça à ce niveau-là. Et dans le logiciel, on a la possibilité, si on le souhaite, de mettre des notes et d'exporter ensuite le texte avec la version payante. Là, je peux mettre des notes en fait à ce Rédiger niveau-là des pour notes, c'est-à-dire rédiger. que tu peux Voilà, rédiger des choses plus dedans. Ouais. complètes. Ouais. Que moi, je les rédige. Au début, je les rédige ici dans des sous-branches et après, je les rentre dans les branches principales quelque part. C'est par étapes. C'est un peu comme un arbre, un bonsaï que je coupe les éléments. C'est-à-dire qu'au début, je mets mes idées. Mes idées, après, je les rédige. Mais au lieu de les rédiger directement dans le CMS ou dans Word, en fait, je les organise directement dans un logiciel de mind mapping. Ce qui me permet d'aller beaucoup plus vite parce que votre cerveau, comme il n'est pas linéaire, si vous essayez d'écrire tout de suite, en fait, vous essayez de corriger en même temps, de faire des choses en même temps. Et donc, vous séparez les étapes d'écriture. C'est-à-dire que quand on écrit, il faut séparer l'étape d'idéation, dans laquelle on a des idées, d'étape du plan, d'étape d'écriture et de l'étape de correction. Parce que souvent, au mieux, on fait un plan et après, on essaye de faire rentrer les idées dans le plan. Et si ça rentre pas, on tape dedans pour que ça rentre, en fait. C'est un peu ça, tout le monde a fait ça, mais notamment quand on était à la fac, on prenait un plan type et puis on essayait de faire rentrer les choses dedans. Là, l'intérêt, c'est qu'on pose les idées, on bouge les idées et votre cerveau, il est très fort pour déterminer ce qu'on appelle les patterns, c'est-à-dire des récurrences dans l'information. Il va trouver plus ou moins assez facilement une récurrence et donc un plan dans les idées qui sont posées à plat.
C'est vraiment un intérêt. C'est pour ça que la carte mentale est appelée parfois carte heuristique, parce qu'il y a le côté Euristein en grec, c'est qui sert à la découverte. C'est le fameux Eureka d'Archimède dans sa baignoire. Et ben, c'est pareil en mind mapping, on va poser les idées et l'information va apparaître assez rapidement, puisque votre cerveau est très fort pour quand on juxtapose des choses, de trouver même là où il n'y en a pas un sens en fait. C'est-à-dire que l'être humain est téléléologique. C'est-à-dire qu'il cherche un sens dans tout, même là où il n'y en a pas. Et Ça donc, veut dire que dans tes notes, tu rédiges l'équivalent de paragraphes, par exemple? voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai rédigé, j'ai mis mon idée, je la rédige, je la prends et je la mets dans les notes. Ce qui permet de réduire l'information. Voilà, là, je vais ouvrir une note, je la colle. Et après, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un export. C'est-à-dire qu'après, je filtre ma carte, ça dépend des logiciels, mais je peux après exporter ma carte, soit en texte. Alors, si j'ai la version payante, je vais pouvoir l'exporter dans Word directement. Et si j'ai pas la version payante, mais je peux quand même récupérer le texte pour avoir le texte brut, pour pouvoir le retravailler derrière quelque part. En RTF ou dans un format comme ça? Voilà, c'est un format TXT de base. L'intérêt d'avoir la version payante, c'est qu'on peut mettre en forme directement le texte avec une feuille de style. Quand on écrit, voilà, sur un article, ça sert pas à grand chose, mais quand on écrit un livre dans lequel il faut faire la mise en page ensuite avec une feuille de style, mais en fait, il va vous faire la mise en page directement avec les titres de niveau 1. Ben, ça va être telle police de caractère, etc. Ok. Donc ça, c'est sur un article alors pour ça, ce qui est intéressant, c'est que les articles de web sont très structurés. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'effectivement, quand on écrit pour le web, on écrit pour un être humain, mais on écrit aussi pour les moteurs de recherche et en particulier pas pour Google en France. Et donc, on va pouvoir noter en fait quels sont les mots-clés que je vais devoir inclure dans mon article. Comme ça, je l'ai toujours à vue et je vais pouvoir mettre les choses dedans. Et l'intérêt aussi de fonctionner comme ça, c'est que quand je rédige mon paragraphe qui est ici, ben en fait, je vois est-ce que j'ai bien noté les informations, est-ce que j'ai bien mis mon qui, mon quoi, etc. dedans. Ça permet de ne pas oublier en fait les fondamentaux d'écriture et d'avoir une écriture qui est vraiment très structurée et très cadrée par rapport à ce qu'on veut faire. C'est ce qui est intéressant. Donc là, c'est sur un article web. On va voir maintenant sur un livre. Donc là, c'est avec un autre logiciel qui s'appelle Mind Manager, qui est le premier logiciel de mind mapping au monde. Et donc, c'est sur le premier chapitre là d'un livre qui est justement sur cette méthode qu'on a nommée Map Writing. Donc là, vous voyez que c'est quand même donc c'est un chapitre qui doit faire 30 pages. Alors ça peut faire peur, ça fait un peu tentaculaire, mais quand on zoome, l'intérêt, c'est qu'on a en fait les ressources, toutes les ressources que je trouve sur Internet, en fait, je les colle dans ma carte. Voilà. Ça, ce sont des liens qui mènent vers des pages que tu as identifiées comme étant intéressantes pour nourrir ce livre. Voilà. Donc, il y a à la fois les liens et il y a l'information synthétisée quelque part. C'est-à-dire que donc, globalement, je fais une veille avec des flux RSS. L'information intéressante, je la mets dans une base documentaire. Cette base documentaire, après, une fois que je sélectionne l'information pour mon livre, je la colle dans la carte à l'endroit qui est intéressant. Voilà, donc là, vous voyez par exemple les ressources pour dessus. À partir des ressources, je vais rédiger et la rédaction finale va atterrir dans les notes. Voilà, ça c'est ce qui est au final dans les notes. Alors, ce qui est intéressant avec ces logiciels, c'est que je vais pouvoir filtrer la carte. C'est-à-dire qu'après, forcément, les ressources, on ne les veut pas dans le texte final. Et je vais pouvoir, dans l'affichage comme ça, avoir un filtre, comme sur Excel où on peut masquer les colonnes. Et là, je vais masquer des branches. Je vais pouvoir dire, moi, je veux masquer les ressources. Voilà. Et donc, il va me filtrer la carte et m'afficher que les parties de mon texte, en fait. Voilà. C'est plus léger tout de suite. Alors, effectivement, c'est plus léger tout de suite. Mais l'intérêt, c'est que si tu me dis, oh, Xavier, là, tu as écrit quelque chose, mais je suis sûr que ça vient pas de toi, tu as copié quelque part. Mais je peux te ressortir la ressource, dire, non, regarde, ça, c'est la ressource, ça, c'est moi, par exemple. C'est-à-dire que l'intérêt,
par rapport à une rédaction sur Word, c'est que les ressources sont séparées souvent du texte et qu'on n'a pas l'information. L'autre intérêt aussi, c'est que je peux dire, tiens, cette partie-là, je l'ai rédigée par exemple à autant de pourcents grâce au marqueur d'avancement de tâches. C'est-à-dire globalement, on peut faire 3 choses dans l'outil, c'est-à-dire qu'on peut rédiger, on peut faire le suivi, ça c'est fait, c'est pas fait, etc. Et on peut gérer les ressources. Donc c'est l'intérêt, c'est que 3 en 1, on a vraiment toutes les informations directement dans le système d'écriture quelque part. Et là, c'est de la gestion de projet en quelque sorte. C'est effectivement, on a la gestion de projet directement dans la carte. Alors là, il y a ce côté-là, puis il y a le côté aussi, par exemple, je peux faire des interviews, le mettre dans la carte et dire, je veux filtrer mes interviews pour voir est-ce que la personne a répondu, a pas répondu, et avoir les informations. Et ce qui est surtout intéressant, moi je trouve, c'est ça, c'est que on peut capitaliser les ressources d'écriture et on peut mettre toutes sortes de ressources. C'est-à-dire que là, j'ai mis des copies d'écran, je peux mettre de la vidéo, je peux mettre, enfin tout ce qui est possible et imaginable, je peux le coller dans ma carte assez rapidement. Et après, alors pourquoi j'utilise MindManager plutôt qu'Xmind pour écrire des livres? Parce que en fait, souvent, Xmind est limité dans la taille des notes. J'ai déjà remarqué que j'avais essayé d'écrire un thriller avec Xmind, ça allait moins bien. Il est fini d'ailleurs, je cherche un éditeur là-dessus. N'hésite pas à passer une annonce. Voilà. Et ça marche très bien aussi pour justement pour l'écriture romanesque, mais ça marche mieux effectivement pour l'écriture de non-fiction parce qu'en fait c'est très structuré. Et l'intérêt aussi, c'est pour ça que certaines personnes rédigent leur thèse avec le mind mapping, c'est que on peut naviguer beaucoup plus facilement dans la carte. C'est-à-dire que quand vous avez 600 pages, c'est compliqué de s'y retrouver dans le détail. Et là, l'intérêt, c'est que on navigue beaucoup plus facilement dans la carte. Et donc, après, ça dépend comment on veut s'organiser. C'est-à-dire que soit on fait une carte géante pour le livre, ou bien après, on peut découper une carte par chapitre. C'est ce qu'on avait fait là sur ce livre-là. Alors, il y a une remarque dans le chat qui dit que ça peut être un bon outil aussi pour de la veille quand les informations partent dans tous les sens. Pour faire des synthèses, oui. Pour faire des synthèses. Ça dépend, la question, quel était vraiment le sens, mais… C'était une remarque plus qu'une question. Plus qu'une remarque, ouais. Parce qu'en fait, moi, il y a un moment, je m'en servais comme base documentaire, mais c'était pas fait pour ça. C'est-à-dire que comme base documentaire, il vaut mieux utiliser, alors même si c'est pas vraiment une base documentaire au sens propre, mais des outils comme Zotero ou Evernote qui permettent de stocker l'information, de capter l'information d'Internet. Parce que c'est vrai que souvent, quand c'est sur Internet, on se dit que ça va toujours durer, mais non. Il y a des choses qui arrivent, qui disparaissent. Et donc, les étapes, moi, quand je rédige ou j'écris des articles, etc., c'est qu'une même information peut servir à la fois pour une formation, pour un livre et un article. Et donc, l'intérêt, c'est de le stocker dans une base d'information, une base documentaire, comme Evernote, et après de l'étiqueter par projet. Ce qui permet après de filtrer l'information et d'avoir l'information au moment où on en a besoin. Parce que souvent, ce qu'on fait quand on fait de la recherche ou de la rédaction, c'est qu'on fait des petits dossiers avec des sous-dossiers. Et on passe son temps à ranger au lieu d'actionner l'information. Là, l'idée, c'est qu'une information m'arrive, je l'étiquette et je filtre l'information au moment où j'en ai besoin. Et c'est seulement après que je rédige. Donc, globalement, les étapes d'écriture, c'est… il y a une partie, alors qui n'est pas forcément dans l'ordre, mais c'est une partie veille, recherche d'informations qui est fait par fil RSS. Ensuite, je filtre l'information intéressante, je la mets dans une base documentaire. Cette base documentaire, je la filtre, je la mets dans un logiciel de mind mapping. Ce logiciel de mind mapping, je rédige, j'exporte en texte pour ensuite faire la mise en page, faire la correction orthographique, etc. L'idée, c'est de découper les étapes et de ne pas écrire tout en même temps, quelque part. Et c'est ce qu'on n'a pas appris à l'école. C'est-à-dire qu'à l'école, on a appris à tout faire en même temps et on a toujours l'impression qu'il y a un vieux prof de français derrière qui vous dit attention, là, il y a une faute, etc. Ce qui fait que les gens ont du mal à écrire. Même après, c'est des techniques, quelque part. Il nous reste une dizaine de minutes, Xavier, avant d'en passer aux questions que vous pouvez, vous qui nous écoutez, poser dans le chat. On fait les questions ou on continue? Non, vas-y. Je te pose des questions quand elles sont directement en phase avec ce que tu dis, sinon on regroupera le reste des questions à la fin. Ouais.
Ok, donc il nous reste 10 minutes avant les questions. Donc, quels sont les avantages de cet outil pour rédiger? C'est surtout ça, c'est suivre le fonctionnement de votre cerveau. Votre cerveau n'est pas linéaire et le problème, c'est que vous essayez de le faire rentrer dans du linéaire. Et donc, le mind mapping, c'est une interface quelque part avec votre cerveau. Ça permet de capter ce que vous avez dans la tête, de le poser, de l'organiser. Et effectivement, c'est toujours plus simple d'externaliser sa pensée. C'est un peu comme faire une division de tête ou la faire sur papier. C'est plus simple de la faire sur papier. Là, c'est pareil. C'est-à-dire que pour vos idées, c'est plus simple de les sortir de votre tête. L'autre intérêt effectivement qu'on voit, c'est le côté synthétique. C'est-à-dire on est dans un monde où il y a ce qu'on appelle l'infobésité, trop d'informations en même temps, et votre cerveau n'arrive pas en fait à gérer ce trop plein d'informations. Donc là, le mind mapping, l'intérêt, c'est que ça synthétise l'information de façon hiérarchique. Et comme tu l'as effectivement évoqué, c'est que l'intérêt de l'outil, c'est de disposer d'une vue globale, d'une vue d'hélicoptère. C'est-à-dire qu'on peut comme ça varier l'information assez rapidement avec les systèmes de filtres ou avec les systèmes de branches qu'on peut plier, déplier pour limiter ce qu'on appelle la charge cognitive du cerveau. Donc c'est vraiment un très très bon outil pour structurer votre pensée. Parce que quelque part, l'intérêt de la carte, c'est pas la carte, c'est vraiment le processus de création de la carte. C'est ce qu'il faut retenir. C'est vrai que souvent, quand on fait des cartes, on dit tiens, ma carte n'est pas jolie ou elle est mal faite. C'est pas encore trop grave. L'intérêt, c'est vraiment d'avoir construit la carte, d'avoir réfléchi, d'avoir bougé les choses. Et l'intérêt de l'outil, notamment logiciel, c'est que c'est vraiment très souple et ça permet d'être complètement transparent par rapport à votre système de réflexion. Alors, quelques avantages, parce qu'il y en a d'autres. Les logiciels maintenant un peu utiles et intéressants pour écrire. Alors, parce que comme je le disais, il y a à peu près 200 logiciels de mind mapping au monde. Donc, tout dépend en fait de ce que vous devez rédiger. C'est-à-dire que si vous devez rédiger des articles simples, Xmind va très bien, parce qu'on a vu qu'on pouvait structurer l'information. Si vous voulez rédiger des choses un peu plus complexes et plus longues, il va falloir se tourner soit vers des logiciels propriétaires comme Mind Manager ou MindView, ou aller sur le libre avec des logiciels comme FreeMind ou FreePlane qui permettent d'exporter la carte en format OpenOffice pour rédiger. Alors, le problème de ces logiciels-là, souvent FreeMind, FreePlane, c'est qu'ils sont moins ergonomiques quand même que par exemple Xmind ou les logiciels propriétaires. Et après aussi, tout dépend du niveau d'écriture que vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent le mind mapping seulement pour faire le plan. C'est-à-dire qu'ils pour noter les idées, ils font le plan, puis après ils retournent dans un traitement de texte pour rédiger. Donc dans ce cas-là, la quasi-totalité des logiciels de mind mapping permettent de faire ça. Mais si vous voulez aller plus loin, il faut un outil de mind mapping qui permette d'avoir des notes dans les branches et d'exporter en texte. Ensuite, les exports sont plus ou moins bons. Ça dépend des logiciels aussi à utiliser à ce niveau-là. Et après aussi, effectivement, ça dépend de quelles autres utilisations vous avez au niveau de la carte. C'est-à-dire que si vous voulez, par exemple, rédiger et faire la gestion de projet ou d'autres éléments, tout dépendra de ce que vous voulez faire avec. Tchac, tchac, ouais. Bon. Est-ce que ça sera possible que tu nous livres une mini-liste des logiciels recommandés qu'on enverra à tous les participants à l'issue de ce webinaire? Ouais. Okay. Ouais, on peut faire ça. Ouais. Et après, ça sera rien. Ouais. On peut passer aux questions si. Alors, on peut passer aux questions. Alors, il y avait une question pour savoir s'il y avait des solutions desktop, ordinateur, et des solutions qui existaient purement en ligne. Oui,
Alors effectivement, il y a des solutions purement desktop. Xmind, il y a un moment, il y avait une version en ligne, mais ils sont plutôt desktop. Version tablette aussi, puisque 2020 est tablette. Et il y a des outils en ligne. Alors les outils en ligne sont moins faits quand même pour écrire. Donc il y a des logiciels des services en ligne comme Mindomo ou MindMeister qui sont en ligne et qui sont plutôt dédiés à la collaboration. C'est-à-dire que c'est un peu comme Google Doc, on peut co-créer une carte à ce niveau-là. Moi, par exemple, j'ai écrit un livre avec une personne qui se trouvait en République tchèque. Et donc, on a fait ça, on a co-construit l'architecture du livre par un logiciel en ligne, Mindomo. Puis après, on a échangé par Skype pour se mettre d'accord. Alors justement, il y a une question là-dessus. Quel conseil tu donnerais pour travailler en équipe autour d'une carte, d'une mind map, lorsqu'on veut produire des contenus, pour la production de contenu? Alors effectivement, si on veut être en collaboratif total, parce que Xmind permet de faire de la collaboration, mais un peu comme Word, c'est-à-dire que vous avez des commentaires, des commentaires, et vous répondez aux commentaires, etc. Donc c'est un peu moins bien en termes de collaboratif. Mais sinon, donc, faut se tourner vers des outils collaboratifs de mind mapping. Et donc les deux plus connus actuellement sur le marché, c'est Mindomo et MindMeister. En fait, c'est deux outils qui permettent de co-créer des cartes qui sont en version freemium aussi. C'est-à-dire que normalement, en gratuit, on a le droit à 3 cartes partageables. Et ça marche très bien. C'est-à-dire que moi, on était déjà une dizaine sur une carte en direct et ça fonctionne très bien en collaboratif assez rapidement. Est-ce qu'on peut intégrer dans ces mind maps des ressources photos ou vidéos, par exemple dans le cas où on est en train de faire un repérage pour un documentaire ou pour un tournage, est-ce qu'on peut intégrer des ressources photos et vidéos? Effectivement, on peut intégrer toutes sortes de ressources. Alors par contre, effectivement, les vidéos ne seront pas visionnables dans la carte. C'est-à-dire qu'il y a des outils qui peuvent faire ça, hein. Mais là, c'est plutôt pour présenter. Mais oui, effectivement, on peut mettre tout ce qu'on veut dans la carte. C'est-à-dire que soit ça va être affiché dans la carte, soit ça va être en fichier joint. Alors bien sûr, par contre, la carte va grandir en poids en conséquence, quoi, quelque part. Y a-t-il des logiciels qui permettent un rendu plus design, demande-t-on, Oui, au sens d'une scénarisation visuelle? alors effectivement, il y a des logiciels comme par exemple, alors il a changé de nom, il s'appelle maintenant Iowa, qui était le logiciel de Tony Buzan, Comment ça s'écrit? qui Iowa, alors ça doit être A-Y-O-A, je pense. Euh, et il s'appelait eMindMap à la base, il a changé de nom. Donc c'est un outil qui ressemble vraiment à une carte manuelle. Ça fait des courbes, c'est très joli. C'est par contre donc c'est un logiciel payant qui est sous forme d'abonnement. Est-ce que tu recommanderais Google Keep pour construire une base documentaire? On n'est pas tout à fait dans le sujet, mais bon, je te pose la question parce qu'elle a été posée. Euh, alors, j'ai jamais vraiment utilisé. Le Google Keep, à mon avis, on est plus dans le bloc-notes que dans la base documentaire. C'est-à-dire que moi, souvent, celui que je conseille, c'est soit prendre Evernote, soit Zotero, qui est l'équivalent libre, qui est utilisé par les chercheurs pour capter l'information d'Internet. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de Workflowy? Je Je ne sais pas connais si tu pas. connais. Non. Ok. Voilà. Alors, je suis en train de regarder. Je pense que je t'ai posé toutes les questions. Je regarde si j'en ai pas oublié. Il me semble que voilà. Si jamais j'ai oublié votre question, n'hésitez pas à la reposer. Mais il me semble que j'ai. Est-ce qu'on peut voir la carte affichée en entier? Alors, j'imagine que c'est l'une des cartes que tu as présentées. Ah, celle-là, oui. Alors, ouais, effectivement, il faut, pour cela, c'est vrai qu'en termes de présentation, c'est pour ça que, bon, là, j'ai pris ça parce que j'utilise dans ce cadre-là, mais en plein écran, il faut avoir la version payante sur Xmind. Ou sinon, il faut utiliser, par exemple, sur celle-là, sur Xmind, vous avez, sur MindManager, vous avez un mode présentation qui est voilà, qui est en plein écran et où on peut comme ça présenter un peu comme un PowerPoint l'information. Et donc les branches se déplient une par une en mode présentation.
Et donc, effectivement, sur Xmind, si vous voulez avoir le mode plein écran avec un mode présentation, il faut avoir la version payante, ce qui n'est pas le cas là. Ok. L'outil est-il pertinent pour construire une stratégie éditoriale, j'imagine? Bah, effectivement, le mind mapping marche bien aussi pour tout ce qui est stratégique, puisque ça permet de se mettre d'accord, ça permet de garder à vue l'information assez rapidement. C'est-à-dire que le mind mapping, c'est bien pour la stratégie, pour le global. Après, pour le suivi, il vaut mieux utiliser d'autres outils, dont Excel notamment, hein, pour suivre les choses, chiffrées notamment. Même si certains logiciels de mind mapping permettent de faire du calcul, le logiciel de mind mapping à la base n'est pas fait effectivement pour calculer ou pour même faire des présentations. C'était un peu dérivé. Il a été fait souvent à la base pour générer des idées, pour brainstormer et de plus en plus pour gérer des projets. Alors, on revient sur la question un peu perso que je te posais au début. Ouais. Je suis intrigué par le fonctionnement du mind mapping pour le privé, sans être indiscrète, bien sûr. Ouais. C'est-à-dire que comment ça, là, on a vu comment ça s'appliquait sur de Ah, la rédaction, oui. mais comment ça s'applique sur de la Ah. gestion de la vie quotidienne, on va dire, à défaut Bah, par d'être exemple, là, je vais montrer, mais là, c'est plus global. Alors, ça s'affiche. C'est que, par exemple, je fais une carte qui me permet de m'organiser, tu vois, dans mon système on d'information. va tout savoir de tous tes secrets, là. Ouais. Non, oui, c'est des cartes et des sous-cartes. Tu vois, il y a boire de l'alcool uniquement le week-end, avec les routines. Tu vois, donc là, il y a moi avec le côté apprenant. Et derrière, il y a des cartes, en fait. Donc, par exemple, à terme, qu'est-ce que j'ai d'intéressant? J'ai une carte piano. Donc, c'est une carte de synthèse pour apprendre, par exemple, à harmoniser une mélodie. Et donc, c'est des synthèses de cours, quelque part, de choses que je trouve sur Internet, que je glane sur Internet. Voilà, il rame un peu, on va essayer de voir ça. Est-ce que Après, ça, alors, en attendant, je te pose ouais, une autre question. Est-ce que ça peut servir au niveau scolaire pour enseigner et pour apprendre ou pour oui, apprendre? ouais, effectivement, à la base, ça a été fait pour ça. C'est-à-dire que ça a été fait pour des enfants en difficulté scolaire. Et donc, de plus en plus, effectivement, l'éducation nationale utilise le mind mapping pour apprendre. Parce que déjà, il y a une question de génération, hein, où on est plus dans une génération qui est sur l'image, notamment avec Internet. Et donc, dans le mind mapping, on va utiliser les mots, les images, etc. Et on est plus dans la synthèse que le détail. Et donc, c'est vrai que c'est un outil qui marche bien en termes de mémorisation, notamment avec tous les enfants qui ont des troubles de l'attention. Parce que le problème de l'attention, hein, c'est souvent un problème de mémoire à court terme. Et donc, c'est des enfants qui ont une mauvaise mémoire à court terme et donc qui partent dans tous les sens. L'intérêt du mind mapping, c'est que l'information en fait reste au centre. Et donc, l'enfant n'oublie pas sur quoi il doit réfléchir quelque part. Donc, voilà, par exemple, c'est l'application du mind mapping en musique pour harmoniser une partition, par exemple. Donc on peut vraiment. Après, il faut avoir par exemple, c'est pas le mind mapping qui va faire de vous un bon rédacteur. Il faut avoir des compétences de rédaction et de l'appliquer en mind mapping. Pareil en gestion de projet, quelque part, il faut avoir des compétences de gestion de projet et on l'applique avec le mind mapping quelque part. Une remarque, étant déjà utilisateur du mind mapping, il est important d'insister sur le fait que cela demande de l'entraînement pour comprendre et utiliser le mind mapping. Bah, Tu c'est vrai que partages? ouais. Bah, c'est vrai que le mind mapping, c'est très simple. C'est-à-dire qu'en une demi-heure, globalement, vous avez compris le principe et en une heure maximum, vous savez utiliser le logiciel. C'est un peu comme le football. C'est-à-dire que les règles sont simples, mais on met du temps à bien jouer et on met du temps à vraiment à voir tout l'intérêt de l'outil en fait et de voir tout le potentiel de l'outil. C'est pour ça que c'est vrai que souvent quand on parle des personnes qui pratiquent le mind mapping ou on trouve des choses sur le mind mapping sur Internet, il y a toujours des commentaires dithyrambiques. Puis après on essaye puis on se dit bah finalement c'est pas terrible ce truc-là et donc on abandonne. C'est que ça demande effectivement de l'entraînement et de la pratique parce que les cartes vont s'améliorer, on va voir tout le potentiel en fait de l'outil de réflexion. Et l'intérêt, c'est vraiment d'avoir une photographie de votre esprit à un instant T. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez
si la personne est structurée, pas structurée. Et donc, c'est utile à la fois pour les gens qui sont un peu bordéliques, qui partent dans tous les sens. Ça permet de les recentrer, de les structurer. Puis les gens qui sont trop structurés, ça permet d'élargir un peu et d'aérer, parce qu'on peut les branches, on peut les bouger dans tous les sens à ce niveau-là. Il faut voir ça un peu comme des Lego mentaux en fait, et que je bouge l'information, et ça permet de garder une flexibilité mentale. C'est un peu comme un enfant, c'est-à-dire qu'un enfant, il fait un château de sable, la mère, elle arrive, elle détruit le château de sable, ça le dérange pas. Plus vous vieillissez, en fait, plus vous manquez de flexibilité mentale, et ces outils-là permettent en fait de garder cette flexibilité de l'esprit. Quand on est perdu dans son mind mapping, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on est après, oui, effectivement, on a aussi des recherches. On peut faire CTRL F, tu vois, et on fait faire une recherche. Mais souvent, ce qu'il faut faire, effectivement, c'est découper sa carte. C'est-à-dire qu'on peut faire par exemple, sur Xmind, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une version classeur. C'est-à-dire qu'on peut, comme ça, comme dans un classeur Excel, avoir des onglets. Donc, on peut découper comme ça l'information, ou on peut faire des cartes et des sous-cartes, en fait. On peut avoir une carte principale, comme j'ai montré là. Ça, c'est une carte principale. Et derrière, avoir des sous-cartes. Et est-ce qu'il y a un intérêt parce que historiquement, ça n'a pas commencé sur ordinateur, ça a commencé sur papier. Est-ce qu'il y a un intérêt à dessiner sur papier sa carte mentale, ou est-ce qu'il vaut mieux aller directement sur l'ordinateur, ou ça dépend des gens, ou ça dépend des projets, ou ça dépend de… Souvent, il y a deux écoles. Il y a des gens qui sont plus à la main, d'autres qui sont plus informatiques sur le mind mapping. Mais globalement, les deux sont complémentaires. C'est-à-dire que, par exemple, les études montrent qu'il vaut mieux prendre des notes à la main que sur ordinateur. C'est-à-dire que votre esprit mémorise mieux avec le mouvement. Alors, ça va peut-être changer avec les tablettes, parce que sur les tablettes, on a le mouvement. Mais pour l'instant, en fait, on mémorise mieux à la main. Et donc, par exemple, il vaut mieux faire des cartes à la main pour mémoriser si on fait des synthèses, ou pour prendre des notes en réunion, parce qu'on n'a pas le frein un peu en termes de communication de l'écran pour prendre des notes. Est-ce qu'il existe des applications pour smartphone? Alors, la plupart maintenant, effectivement, des logiciels proposent une version smartphone. Donc Xmind, je sais pas, tiens. MindManager le fait, Mindomo aussi, par exemple. Alors le problème on avait évoqué, c'est qu'effectivement, ça fait petit. C'est-à-dire que l'écran de téléphone est petit pour le mind mapping, sauf que ça peut être utile pour noter les idées au fur et à mesure. Je veux réfléchir sur quelque chose, j'ai par exemple 10 minutes dans le train, où je veux capter des idées au lieu de les laisser dans ma tête. En fait, je les mets dans une carte pour me vider l'esprit quelque part. Une forme de SOS dans les questions. J'ai un projet de documentaire à organiser et rédiger pour lundi. Vous me conseillez de commencer avec quel logiciel et de me concentrer sur quelle fonctionnalité en priorité pour commencer efficace? Ça dépend le volume à produire. Parce que puis ça dépend de l'environnement, effectivement, qu'on a. Est-ce qu'on a Word, est-ce qu'on a OpenOffice, etc. Et du volume d'écriture. C'est vrai que souvent, moi, le logiciel que je conseille pour démarrer, c'est Xmind. Parce que c'est vraiment un logiciel qui est très, très ergonomique, qui est facile à prendre en main très rapidement. Pour Alors, l'utiliser aussi, je confirme, hein, c'est ouais, très, très facile à utiliser, quoi. Xmind est très ergonomique. Après, effectivement, pour l'écriture, il faudrait plus se tourner vers Freeplane, mais qui est beaucoup moins ergonomique quand même. La prise en main est beaucoup plus compliquée. Alors moi, j'ai une question qui est une question à moi. Là, tu as organisé tes cartes avec des branches tout autour du sujet central. Il y a aussi d'autres possibilités de tout aligner à gauche ou à droite, au-dessus ou au-dessous. Est-ce que le choix de la forme a un impact sur le mental, sur ce qu'on pense, sur ce qu'on peut faire, sur l'agilité, on va dire, cérébrale qu'on peut mobiliser ensuite? Ouais, c'est vrai qu'effectivement, sur le logiciel Xmind, il fait du mind mapping, mais on peut faire d'autres formes. C'est-à-dire que quand on va dans les structures comme ça, on peut dire, je peux mettre, par exemple, je peux faire un organigramme. Donc, il va structurer les branches. Mais effectivement, la forme en fait du schéma impacte la façon de penser. C'est-à-dire que si vous pensez en organigramme, il y a un haut, il y a un bas. C'est pas du tout la même vision que le mind mapping où on a une version transversale des choses.
Et donc, il y a effectivement des schémas selon les schémas de pensée. Par exemple, au Moyen-Âge, une des formes visuelles les plus classiques, c'était l'arbre. Parce que l'arbre, c'était de la terre vers le ciel, parce que les gens se tournaient vers Dieu. Et donc, effectivement, il y a c'est pour ça que c'est assez amusant. Et, par exemple, le mind mapping est beaucoup plus utilisé dans les pays du Nord, souvent que les pays du Sud. Parce que souvent, dans les pays du Sud, on est plus sous une forme pyramidale, quelque part, de la structure de la société. Et donc, ça change quelque part, pour caricaturer. Mais donc, effectivement, le choix du schéma dépend de ce qu'on va faire. Et idéalement, il faut avoir plusieurs schémas pour être souple. C'est un peu l'idée que si vous avez une tête en forme de marteau, vous verrez tout en forme de clou. Je ne sais plus quel auteur a dit ça, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que si vous utilisez Excel, bah, vous aurez une pensée en case. Si vous utilisez tel outil, vous aurez une pensée fermée. Et donc, il faut avoir plusieurs outils. Le mind mapping, c'est un outil parmi d'autres. Hein. C'est d'avoir plusieurs outils, plusieurs méthodes et d'utiliser le bon outil, la bonne méthode pour le bon usage. Quelle est la différence entre une mind map et une carte conceptuelle? Alors, la différence, c'est que dans une carte mentale, les relations entre les sujets ne sont pas nommées. C'est-à-dire que, par exemple, si je pars en vacances, je vais mettre une branche valise et une branche chaussette. Je ne vais pas dire valise contient chaussettes. Alors que dans la carte conceptuelle, en fait, la relation entre les concepts sont nommés. Donc, je mettrai, si je fais une carte conceptuelle, ça sera valise contient chaussettes. Okay. C'est un peu plus compliqué, un peu plus puissant en termes de réflexion. Ouais. Alors, on va terminer avec cette remarque et par une question de Roland Mouron qui dit qu'il est réalisateur. J'avais naturellement commencé avec Evernote et une feuille de papier, le plan, mais avec MindMaster, c'est ce qu'il me manquait. Merci pour le tip et bravo pour l'analyse. Voilà, merci beaucoup Xavier. Je vous rappelle que Merci. Xavier Delangueil assure des formations professionnelles pour samsa.fr. Vous pouvez en savoir plus en allant sur le site de samsa.fr. On va vous partager le lien dans le chat. La prochaine formation sur le mind mapping à destination des journalistes et des communicants, elle est organisée en ligne. Elle est programmée sur 2 demi-journées. Elle aura lieu les 4 et 5 mai 2020, le matin de 9h30 à 13h, avec des classes en salle virtuelle, puis du travail en petits groupes. Et si vous indiquez le code MIND, M-I-N-D, en nous envoyant un message pour vous inscrire sur le site de samsa.fr, vous pourrez bénéficier d'une réduction de 10% sur le tarif de cette formation. Merci beaucoup Xavier Delangueil d'avoir animé cet atelier. Un rendez-vous vendredi prochain à la même heure. On parlera d'enquête en ligne et d'outils pour aller faire ce qu'on appelle aujourd'hui de l'OSINT, de l'Open Source Intelligence, de la recherche sur les sources ouvertes en ligne. Bonne journée à tous, restez bien confinés, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.